Bien, rebonjour. Écoutez, c'est toujours, il y a une difficulté à présenter Metin Arditi parce que chez lui, si l'on veut, je dirais, illustrer sa vie, il faut mettre le mot de vie au pluriel. C'est un homme à plusieurs vies qui, entre autres, a été un homme d'affaires réussi, mais aussi un ambassadeur de l'UNESCO pour le dialogue interculturel, qui vient de Turquie, mais qui vit en Suisse, et qui est surtout radicalement un romancier, un écrivain, à deux langues françaises, mais son œuvre littéraire, elle est traversée aussi par un souffle qui nous est en quelque sorte indispensable, nous qui sommes si cartésiens, si rationnels. Il a ce talent romanesque de créer des univers où nous retrouvons véritablement, je dirais, cette inspiration orientale qui est si nécessaire, je dirais, à la survie de nos âmes. Et donc c'est un grand univers imaginaire, c'est un romancier de romans, c'est pas un romancier de voyage autour de mon nombril, si je puis le dire, c'est un romancier qui crée des mondes, qui crée des personnages, et particulièrement donc dans son dernier livre, dont on va parler, Le danseur oriental, aux éditions Grasset. Alors c'est le premier volume d'une trilogie, la trilogie de Constantinople. Évidemment, chaque volume peut se lire séparément, mais évidemment c'est une immense fresque à laquelle s'attaque aujourd'hui Metin Arditi, et je dirais toujours avec cet accent sur son attachement à l'irréductibilité finalement de la figure humaine, du phénomène humain, à travers les tragédies de l'histoire. Alors, le premier, je dirais, si vous permettez, Metin, le premier oui, j'ai oublié l'essentiel aussi, c'est qu'auprès de Paul Constant, Metin Arditi, n'est-ce pas, est l'âme de cette manifestation et des écrivains du Sud et du jury, évidemment, des écrivains du Sud, qui fait que nous rencontrons aujourd'hui dans votre belle ville d'Aix. Alors, la première chose, je dirais, c'est une tranche d'histoire. Tout ça débute au moment où, dans l'Empire ottoman, mais au moment où l'Empire ottoman, il bascule, il va disparaître. Hein? Alors, c'est une première page. Alors, cet Empire ottoman, pourquoi? Qu'est-ce qui nous inspire? Est-ce qu'on le connaît finalement bien pour ce qu'il est? Et en quoi il nous a, je dirais, galvanisé, vous qui êtes né, on le sait, à Istanbul? Alors, la genèse de cette trilogie, c'est d'abord, donc je reviendrai là-dessus, sur la question de l'Empire, mais la genèse de cette trilogie, c'est d'abord un personnage. Et ce personnage, c'est Gulgul. Il est né, en quelque sorte, sous ma plume, si j'ose dire, il y a de cela presque 20 ans, et dans 3 ou 4 de mes romans, il apparaît, mais plutôt subrepticement. Et je me disais qu'il méritait quand même une histoire. Et cette histoire, je l'ai débutée en prenant comme point de référence les dates auxquelles je l'avais placé dans les précédents romans. C'est un personnage extrêmement... c'est une mosaïque, Gulgul, à la fois très fort physiquement, c'est un lutteur champion de Turquie à son époque, mais également un calligraphe de grand talent, qui aura des amours multiples et pluriels. Et puis, lorsque j'ai commencé à écrire son roman, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait que j'aille au-delà d'un roman, et c'est comme ça que j'ai basculé dans la trilogie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en 1918, pour répondre de manière plus précise à la question de Jean-François Colosimo, en 1918, l'Empire s'écroule. Cet empire qui était vraiment le premier État au monde, sur la planète, pendant des siècles. Et voilà que lambeau après lambeau, il disparaît au point où, après avoir résisté à tous les assauts pendant 4 siècles, Constantinople tombe. Le roman commence en 1918, et en 1918, il y a les Alliés
qui occupe la ville. C'est une humiliation, je dirais, qui n'a même pas de nom pour les Turcs. Cette humiliation va avoir des conséquences pendant tout le siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et on voit encore, si on lit les journaux, les conséquences des événements de 1918. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un empereur, un sultan qui n'est pas à sa place, qui a 57 ans au moment de l'occupation, qui a passé sa vie dans un palais qui s'appelle le palais de Yıldız, c'est juste au-dessus de Dolmabahçe, où habitaient les sultans. Il a passé sa vie à étudier la poésie persane, les instruments de musique anciens, et surtout, il a passé 10 années de sa vie à essayer de remembrer le chef-d'œuvre absolu de toute l'histoire ottomane. Le chef-d'œuvre absolu de toute cette histoire, c'était le Surname. Le Surname était une compilation de 250 doubles pages couverte de miniatures d'une grande finesse. Et là, on trouve l'influence de la Perse, évidemment, dans l'Empire ottoman, qui était un empire largement militaire, mais qui a eu la sagesse d'importer des cultures qu'il n'avait pas. Et au fil des siècles, ce chef-d'œuvre absolu du Surname, qui était dans le palais de Topkapı, a été démembré, comme on dit, c'est-à-dire qu'il lui manque 15 doubles pages. Et aux yeux du dernier sultan, avant qu'il soit sultan, Vahdettin, ce démembrement de ce chef-d'œuvre, en fait, incarne le démembrement de l'Empire. Et il consacre 10 années à essayer de retrouver, et il retrouve, de ces 15 doubles pages manquantes, il en retrouve 14. Au moment où commence le roman, il est sultan depuis quelques mois, parce que son frère aîné vient de mourir brutalement d'une crise cardiaque, et il est à la recherche de la 15e double page. Et la recherche de cette 15e double page, couverte des plus belles miniatures, sera l'objet d'une intrigue qui fait corpus avec le reste de l'histoire. On peut dire d'ailleurs que le danseur oriental, c'est peut-être ce fragment perdu en quelque sorte qui vient compléter cet empire démembré, mais dans cet empire, il y a cette ville dans laquelle vous êtes né, qui est aussi, je dirais, un héros, une héroïne ouais. du livre, parce qu'en plus, avec vous, on se promène véritablement dans cette ville telle qu'elle est dans ce début du XXe siècle, une ville cosmopolite, une ville dans laquelle il y a beaucoup de communautés, on va y revenir, mais cette ville fascinante, tous ceux qui sont rendus l'ont vu, n'est-ce pas, s'appelle encore Constantinople, elle va s'appeler Istanbul un peu plus tard, et il y a une espèce de dévotion quand même pour cette ville qui est une ville-monde, à cheval sur l'Orient, l'Occident, et cette ville qui a fasciné vos prédécesseurs orientalistes, Pierre Loti, etc. Donc cette ville, c'est quand même la vôtre aussi. Absolument. Et c'est une ville, elle joue effectivement un rôle très important dans le roman, et dans c'est pas une construction, dans la vie de ses habitants. C'est une ville qu'il est très, très difficile de quitter. En un mot, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai entamé ce travail, je voulais comprendre. Moi-même, je viens d'une communauté, d'une des minorités de l'Empire ottoman, qui est une communauté juive venue d'Espagne juste au moment de l'Inquisition, et de manière très paradoxale, cette communauté a été, pendant 4 siècles, extrêmement bien traitée par l'Empire ottoman et ses sultans. Et c'est très drôle parce que, donc, juste pour dire, au moment de l'Inquisition,
le sultan de l'époque, Bajazet, envoyait des bateaux entiers, des navires, jusqu'en Espagne pour secourir les Juifs et les amener, les installer à Constantinople, dans les quartiers nord de Balat ou de Fener. Ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où tout ça bascule, c'est-à-dire au moment de la création de la République en 1923, on s'attend à avoir un régime plus démocratique, c'était du reste tout à fait l'ambition d'Atatürk. Et voilà que ces communautés qui étaient très bien traitées sous un régime qu'on peut qualifier aussi de despotique, c'était le régime des sultans, se voient tout à coup maltraitées par un régime démocratique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette maltraitance a pris un certain nombre de formes et s'est poursuivie durant un siècle. Ma famille en a directement souffert et pendant longtemps, je suis parti de l'idée qu'il s'agissait là d'une méchanceté assez gratuite, d'une forme de jalousie à l'égard des communautés qui étaient les Juifs, les Grecs et les Arméniens. Et puis au fil de l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être aussi des motifs de realpolitik qui n'excusent pas la dureté, mais qui l'expliquent. Et donc, il y avait parmi ces motifs le fait que Atatürk, donc Kemal, il ne s'appelait pas encore Atatürk en 1923, c'était un militaire, il a passé toute sa vie à faire l'armée, jusqu'en 1923, il devient président de la République. Il lui-même est une sorte d'incarnation du cosmopolite, puisqu'il est né à Salonique, à un moment où la moitié de la ville était d'origine juive, c'était aussi les séfarades, qui parlaient ladino, c'est-à-dire un castillan du XVe siècle plombé par quelques mots turcs d'ici de là. L'autre moitié, c'était des Grecs. Lui parlait un français parfait, il était très pro-occidental. Il voulait, le cher homme, occidentaliser les Turcs. Belle ambition. Voilà qui se retrouve à la tête d'un pays qui, 5 minutes plus tôt, était en lambeaux et qui, si en 1920, le traité de Sèvres, signé par Vahdettin, le dernier sultan, si ce traité avait été appliqué, il n'y aurait plus de Turquie. Aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Jean-François, le pays aurait disparu. Donc, il se retrouve à la tête d'un État et il veut, de cet État, faire une nation. Comment? Lorsque vous avez des minorités, je ne parle même pas maintenant de la minorité arménienne, on sait ce qui s'est passé avant, donc dans les années 15. Mais il y a ces minorités qui, et ça c'est un point très important, parce que beaucoup du roman tourne autour de la langue. Ces minorités ne parlaient pas bien le turc quand elles le parlaient. Je sais que ma grand-mère, qui venait d'Ankara, qui était née à Ankara, donc peut-être 10 générations après les premiers arrivants, ma grand-mère ne parlait, à part qu'elle était analphabète, elle ne parlait que le ladino, elle ne parlait pas le turc. Donc elle a vécu dans une toute petite communauté. Donc ces communautés parlaient mal la langue quand ils la parlaient. Elles étaient, par construction, d'une autre religion que la religion musulmane, dans un pays qui se revenait vers la religion à un moment où il voulait lui aussi resserrer les rangs. Ces communautés avaient à l'égard des Turcs, disons, une attitude qui était moins qu'amoureuse. Il y avait quand même, il faut le dire, un certain mépris, parce que globalement, ces communautés grecques ou juives ou arméniennes étaient alphabétisées à 95%, alors que le peuple turc pris dans son ensemble, si on va aussi chercher l'Anatolie, il était à cette époque-là peut-être alphabétisé à 5%. Donc il y avait un certain mépris, une distance vis-à-vis de cette nouvelle citoyenneté. Et puis, surtout,
ces communautés avaient un rôle prépondérant en matière économique. Donc voilà, le problème d'Atatürk était de créer une nation avec au sein de cette nation des unités très différentes de ce qu'était la grande majorité de la population. Au fil des siècles, voilà, en 1923, au moment de la signature du traité de Lausanne, il y avait en Turquie, dans ces nouvelles frontières, 2,5 millions de Grecs. Il y en a aujourd'hui au plus 4 000. Il y avait peut-être 200 000 Juifs entre Constantinople et Smyrne. Il y en a moins de 10 000. Et je ne parle pas des Arméniens. Donc, il y avait en quelque sorte une tâche d'homogénéiser ce pays, et ce pays a été homogénéisé pratiquement en laminant ces communautés. Voilà, j'ai essayé de raconter cette histoire, cette lamination, à travers ce personnage de Gülgül, qui est lui-même d'un père né de mère juive et de père irlandais. C'est un soldat irlandais qui était venu pour la guerre de Crimée et qui était resté à Constantinople. Donc ça, c'est Moussa, le père de Gülgül, lui-même né hors mariage d'une mère juive et d'un soldat irlandais, qui a une aventure avec l'une des odalisques du palais qui est arménienne. Et de cette aventure naît Gülgül, mais pour des raisons liées à l'histoire, Gülgül sera adopté sans qu'il le sache par le chef pâtissier du sultan, Ahmed Bey, et Ahmed Baba, comme il le rappelle, est évidemment musulman. Gülgül sera un musulman croyant, issu de parents et d'ancêtres juifs, chrétiens irlandais et chrétiens arméniens. Voilà, c'est en quelque sorte un résumé de ce qu'était Constantinople à l'époque. Voilà, je pense que donc on voit bien tout le sérieux historique qui nous permet, qui est la trame du roman, qui nous permet de comprendre ce monde fabuleux de rencontres. Au fond, on parle de certes irlandais, d'une arménienne, avec un gamin qui est en même temps adopté par le chef pâtissier. Attention, en Orient, la pâtisserie, c'est pareil. Disons simplement, la pâtisserie d'Istanbul, c'est la meilleure du monde. Allez, passons à la question suivante. Et donc, on voit dans ce livre, on voit le sultan, n'est-ce pas, penser, méditer, agir. Mustafa Kemal, le général, le militaire, le héros, celui qui va devenir le président contre le sultan, il est là aussi dans le roman, il faut le dire. Absolument. Et on a ces personnages à côté qui sont des personnages de pure création, et on va véritablement plonger dans cette Constantinople d'avant Istanbul, comme le disait Metin Arditi, où il y a 1,2 million habitants à cette époque-là à Istanbul, il y en a 18 millions aujourd'hui, et effectivement sur ce 1,2 million, quand on additionne les Grecs, les Arméniens, les Juifs, c'est au moins un gros tiers de la population, donc c'est vraiment la ville cosmopolite. Comme il y a eu 14-18, en plus il y a des officiers français, il y a des Russes qui vont arriver de 1900. Donc c'est ce bouillonnement du monde, c'est le monde. Istanbul, c'est la ville du monde, une grande ville comme ça, mais tous ces personnages historiques qui sont là, dans le roman, ils vivent, et en même temps on parcourt la ville grâce à vous, Metin Arditi, on rentre dans le palais, on découvre les secrets du bazar, c'est le grand bazar d'Istanbul, n'est-ce pas, qui est aussi un lieu éminemment politique. Et puis on voit effectivement de l'autre côté, pour ceux qui sont allés à Istanbul, Pera, les quartiers européens, les restos à la mode de ces années à l'après-guerre. Il faut le dire aussi, une maison un peu particulière, on va dire, oui, c'est plaisir au pluriel, parce que ça existait aussi, n'est-ce pas? Donc on a cette ville bouillonnante. Et c'est dans cette ville bouillonnante qu'on a quand même votre attachement, alors dans ce basculement entre d'un empire à une nation, d'un monde de communauté à un monde d'une seule identité, c'est un basculement énorme qui raconte en fait le XXe siècle par-delà la centaine. Alors on a quand même votre héros, alors Gülgül, je dirais, qu'est-ce qu'il n'est pas
réussi, parce qu'il a une espèce de grâce qui fait que quoi qu'il entreprenne, il se distingue par quoi? Par son raffinement, par son excellence, par sa destinée, par le fait qu'il soit, c'est un autre thème chez vous, le bâtard de Nazareth, par le fait qu'il soit finalement si mêlé d'origine. Oui, c'est un personnage qui est à la fois très fort, c'est un champion de lutte, il est grand, il est roux comme son grand-père qu'il n'a pas connu, l'Irlandais, et en même temps c'est un doux. C'est un personnage qui cherche la tendresse en toutes circonstances. C'est assez bizarre, il considérera qu'il a eu trois pères, il en aura un quatrième dans le tome 2, mais pour l'instant il en est à 3. Et comment dire, lorsqu'il est né, donc sa mère biologique, l'arménienne, décède à la naissance. Et donc, il est confié à une nourrice qui vit dans l'aile des femmes du palais de Dolmabahce. Et cette aile des femmes, évidemment, l'entoure et elles sont toutes amoureuses de cet enfant merveilleux. Elles le couvent, elles le comblent de baisers et de caresses. Et lorsqu'à 7 ans, il quitte ce monde pour aller avec les enfants les plus robustes du palais devenir l'un des lutteurs du sultan, c'est un enfant qui, au fond, n'a vécu que dans la tendresse, même s'il n'a pas connu ou fréquenté sa mère biologique et son père biologique. Il dira plus tard « Je sais lutter ». Ce sera un grand champion de lutte. Son coach, Sabri, au palais, le surnommera Aleph. Ça veut dire la flamme. Parce qu'il était rusé, il était très intelligent et dans les prises de lutte, il était insaisissable. Et donc, il parcourt la vie comme ça, un peu en danseur. Et il sera aussi danseur oriental, mais il parcourt la vie en danseur avec beaucoup de légèreté, beaucoup de grâce. Un enfant extrêmement gracieux. Et il se retrouve au milieu, en quelque sorte, avec des liens qu'il découvrira, bien entendu. Il découvrira ses origines au fil du roman. Et il est comme ça au milieu de communautés qui elles-mêmes sont déboussolées. Et là, je voudrais dire quelque chose, parce que j'ai vécu en quelque sorte la fin, la coda de ce qui était Constantinople à cette époque. Et je décris la vie de ces communautés, que ce soit les Grecs, les Arméniens ou les Juifs. Et c'était très souvent des commerçants, ce n'étaient pas des cultivateurs, c'était très souvent des commerçants, évidemment encore moins des industriels à l'époque. C'était pour la plupart des gens qui avaient fait très très peu d'études, mais qui étaient très intelligents et extrêmement travailleurs. Et ces gens, au fond, se rendaient bien compte de ceux qui les attendaient. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai entendu je ne sais combien de fois, à la fin des années 50, au début des années 60, mon père qui répétait « Un jour, ici, les têtes vont rouler ». Donc, ces gens sentaient qu'il y avait une marche inexorable vers la constitution d'une identité unique. Et en fait, on pouvait les classer en 2 catégories. Ceux qui étaient lucides et qui disaient « je reste tant que ça marche », et ceux qui se cachaient derrière leurs petits doigts. Pourquoi est-ce qu'ils restaient? Pour une raison très, très simple, Constantinople. Je crois vraiment que si l'on fait abstraction de toutes les beautés, donc la Sainte-Sophie évidemment, mais aussi construite un millénaire plus tard, la mosquée de Soliman, Suleymaniye, et les autres beautés architecturales de la ville. Si on fait abstraction de tout cela, qu'est-ce qu'on a? On a une géographie qui est unique au monde, avec ce Burun, comme on dit, ce nez sur la rive droite, non pas du Bosphore, mais de la Corne d'Or, qui donne sur la mer Marmara les 2 rives du Bosphore
et puis évidemment les îles des Princes, où les bourgeois allaient pour l'été ou leur fin de semaine. C'est paradisiaque. Je n'ai jamais... on a tous vu de belles villes, mais cette typologie de Constantinople, je ne l'ai retrouvée nulle part. Cette subtilité, je ne l'ai retrouvée nulle part. Et puis il y avait un autre élément aussi, c'est que ces communautés gagnaient très bien leur vie. Elles vivaient vraiment des vies de nabab, sans avoir d'énormes montants à leur disposition. Mais enfin voilà, la vie était peu chère et ces communautés vivaient des vies que jamais elles n'auraient pu retrouver ailleurs. Moi, j'ai bien vu cela avec mon père, qui a essayé de quitter la Turquie. C'est un homme très intelligent, un excellent commerçant. Mais quand il est arrivé en Suisse, il n'a pas réussi parce qu'il n'avait pas fait d'études, parce que ce n'était pas du tout la même facilité qu'il avait en Turquie. Et donc, là, qu'est-ce que c'était ? C'était, je ne veux pas dire une bombe à retardement, mais un laminage à retardement. Et il y a eu des coups de boutoir. Par exemple, la loi sur le travail en 1934, les pogroms de Thrace en 1934, pardon de le dire, mais dans le tome 2, le Wahlgewerk ici, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune imposé aux minoritaires, qui a dévasté les minoritaires. Ceux qui ont survécu à ça, pour beaucoup, ont quitté parce qu'ils ont compris que là, vraiment, la rigolade était terminée. Et puis, il y a eu ensuite le pogrom de 1955, dirigé directement contre les Grecs, et puis accessoirement, puisque c'était une bonne occasion, contre les Juifs et les Arméniens, qui a continué de laminer les minorités. Et puis ensuite, il y a eu les coups d'État qui se sont succédés. Et donc, voilà en quelque sorte pourquoi, ayant commencé un récit autour de la personne de Gulgul, je me suis retrouvé devant une situation où il fallait absolument passer à la trilogie pour donner un sens à tout cela. Donc on va les suivre vos héros et vos héroïnes, parce qu'on va en parler. Les femmes sont constantes dans ce livre et elles existent pour elles-mêmes, bien que ces sociétés orientales puissent apparaître des sociétés d'hommes. Non, vous dévoilez aussi ce rôle extrêmement fort des femmes. Quelques-unes sont très modernes, on va y venir, mais je dirais ce Gulgul, qui est un excellent lutteur parce qu'il est rapide, qui est lié à la calligraphie, qui est un art aussi, je dirais, aérien, qui est un danseur, c'est itéré la danse. Il est le symbole de cette grâce orientale pour vous face à un Occident parfois un peu massif, ou alors Gulgul, c'est vous? Ah, hélas, alors... À plus d'un titre, ce n'est pas moi, si ce n'est mon attachement à lui, plutôt mon admiration à ce que je ne suis pas. Mais c'est vrai qu'il réunit, au fond, ce qui faisait la gloire de l'Empire, c'est-à-dire, d'abord, il réunit les trois religions. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il réunit la force qui était la force sur laquelle s'est bâti l'Empire. Il ne faut pas oublier, l'Empire ottoman était un empire guerrier. Les Ottomans venaient de l'Est de l'Asie et c'était un peuple extraordinairement habile à la guerre, ce qui ne veut pas dire que c'était des intelligences aveugles, tout le contraire. Au contraire, par exemple, je veux juste dire cela, Sinan, qui était le plus grand architecte de l'histoire ottomane, sans l'ombre d'un doute, celui qui a, au XVIe siècle, construit la mosquée de Süleymaniye, la mosquée de Soliman, qui n'est pas juste une mosquée, c'est quasiment une ville dans la ville. Sinan, est né chrétien, donc il a été intégré à l'école du palais, il s'est converti, il a dû se convertir, il est devenu un musulman croyant, sincèrement croyant. Jusqu'à la fin de la quarantaine, Sinan était l'architecte en chef du génie militaire de l'Empire ottoman. Donc il s'est formé à des constructions militaires.
Et si j'ose faire une parenthèse, moi qui ai, il y a longtemps, étudié la recherche opérationnelle aux États-Unis, je sais que beaucoup des découvertes de recherche opérationnelle provenaient des écoles militaires. Et à partir de 50 ans, il est devenu architecte et il a construit ce qu'il a construit. La mosquée de Soliman, c'est-à-dire l'ensemble de la mosquée, a été construit d'une complexité inouïe, a été construit en 7 ans. Pour Saint-Pierre à Rome, il a fallu plus d'un siècle. Donc c'était un peuple extrêmement organisé, et si je devais d'un seul adjectif qualifier l'Empire ottoman, je dirais que c'était un empire pragmatique. C'était ça, en fait. Et donc, en un sens, Gülgül rassemble la force de cet empire à la délicatesse orientale par sa capacité de grand calligraphe et par son art de la danse qu'il a largement hérité de son père parce que son père était derviche tourneur. Les derviches tourneurs dansent, mais attention, c'est une danse qui est une prière. Ce n'est pas une danse de simple plaisir. C'est une danse qui s'adresse à Dieu. Et lorsque Atatürk fait la connaissance de Gülgül, parce que dans le roman, il y a un complot qui vise à tuer Atatürk, et c'est Gülgül qui arrive vraiment par la bande, par sa finesse, à dévoiler ce complot. Atatürk le prend vraiment sous son aile, tant dans ce premier roman que dans le tome suivant, et il dit de Gülgül, « Tu es notre Sainte Trinité ». Atatürk croyait encore à la Sainte Trinité de l'Empire ottoman. Je pense qu'il faut bien comprendre que c'est un roman, un récit, et qu'on plonge dans ces réalités, puisque là, évidemment, à l'occasion de cette rencontre, on en parle un tout petit peu de manière didactique, on apporte beaucoup d'informations, mais ces informations, elles sont prises dans le récit, et il n'est nul besoin d'avoir fait un diplôme sur l'Empire ottoman et la Turquie moderne pour tout à fait plonger dans cet univers. Mais cet univers, il nous parle aussi parce que je dirais que c'est à la fois un univers un peu décadent, cette fin d'empire, toujours, enfin, il y a un peu une forme de décomposition, et en même temps, dans cette décomposition, il y a ce Kemal Atatürk qui veut redonner cette force aux Turcs qu'ils ont perdu, mais il y a aussi ces personnages qui sont en quête quand même de modernité au sens où ils sentent chacune surtout, que ce sont des individualités qui doivent s'emparer de leur vie. Il y a des femmes, alors il y a Saré et Lili qui sont, on va dire ça gentiment, des entraîneuses dans cette fameuse, dans ce fameux hall, dans cette fameuse maison où l'on reçoit des messieurs. Mais il y a aussi ces deux femmes, Bella et Elisa. Et Elisa, elle est amoureuse de Bella. Oui, elle séduit Bella et Bella se laisse séduire par Elisa. Toutes deux ont connu des mariages, toutes deux ont connu des hommes et toutes deux, il faut le dire, sont extrêmement déçues des hommes. C'était une société très patriarcale et j'ai vu ça aussi à travers ma propre famille où les hommes pensaient vraiment, je ne veux pas dire qu'ils se prenaient tous pour James Bond, mais enfin, on n'est pas très loin de ça. Et Elisa est une personne extrêmement intelligente et digne aussi. Et ces deux femmes vont se mettre en couple aux yeux de tous, aux yeux de leur communauté, qui est la communauté juive, qui est assez normative qu'il était, en tout cas à cette époque. Et elles vont vivre leur couple avec une grande dignité, après avoir fait, si j'ose dire, le tour des hommes et compris que on allait... D'ailleurs, dans la maison de passe, dans le Gül Perihan, dont vous avez parlé, Jean-François Colosimo, il y a Aïché, qui est la propriétaire
qui dit un jour, donc Gulgul va là-bas comme saute-ruisseau au moment où le sultanat tombe, il va là-bas et puis il est aimé par ces deux jeunes femmes, belles femmes, qui sont Sareh et Lili. Alors, pour rendre à César ce qui est à César, Lili est française. Elle s'appelle Geneviève, mais comme c'est difficile à prononcer en turc et qu'elle venait de Lille, alors Aïché, la patronne, dit bah, tu t'appelleras Lili. Donc voilà pourquoi. Et donc Aïché, un jour, lorsque Gulgul va la revoir, elle lui dit tu vois, les hommes, nous avons tous une amoureuse. Lili et Sareh étaient amoureuses l'une de l'autre. Et il dit, nous avons tous une amoureuse. Pourquoi ? Parce que les hommes ne nous aiment pas vraiment. Est-ce qu'ils viennent ici vraiment pour le plaisir de faire l'amour ? Je n'en suis pas sûr. Ils viennent surtout ici pour le plaisir de pouvoir dire après à leurs amis qu'ils ont fait l'amour, ce qui n'est pas la même chose. Et donc il y a chez ces femmes une lucidité, j'ose le dire, et aussi un mépris profond pour ce masculinisme, je dirais, radical de cette époque. Voilà, c'était ça, la société était une société où le masculinisme était tellement important, tellement omniprésent, qu'on ne s'en rendait pas même compte. Moment de décadence, donc, qui est aussi un moment de clairvoyance, dans le sens où, dans cette forme un peu de décomposition des formes, eh bien, il y a des revendications qui pointent, donc celle de faire une nation sur les ruines d'un empire. Pas sûr que ça va bien marcher tout de même. En tout cas, il va y avoir des victimes collatérales, n'est-ce pas, toutes ces communautés. Et pourtant, je dirais que ce qu'on sent aussi, c'est ce souffle qui traverse le roman. Vous avez parlé d'un complot, il y en a un autre qui précède, qui est lié à la passion du sultan pour la calligraphie, très précisément, qui vient du bazar. Il faut savoir que le bazar en Orient, c'est pas qu'un endroit de commerce, c'est un endroit de pouvoir. C'est là où se tient la bourgeoisie. Le cœur de la ville. Qui décide des choses. Et donc, il y a aussi ces ressorts policiers, parce que dans cette Constantinople, je dirais ici orientale, il y a une espèce de sous-monde qui sans arrêt œuvre à ourdir, à tramer des histoires policières. Absolument. Ça, c'est un des problèmes d'Atatürk, enfin, Kemal puis Atatürk. Lorsqu'en 1923, il a pris le pouvoir, et quel pouvoir ? C'est un pouvoir sans mélange. On le voit souvent comme un dictateur, de certains aspects, certainement qu'il l'était, mais il avait eu ce mot, il avait dit « j'ai besoin de 30 ans ». Et il voulait transformer ce pays, qui était quand même profondément turc, il voulait le transformer en un pays occidental, en prenant toute une série de mesures comme la fermeture des monastères, le changement d'alphabet, de l'alphabet arabe en alphabet latin, ce qui était d'une certaine portée quand même, puisque les prières musulmanes se disent en arabe et pas en turc, donc elles ne sont pas traduites. Il a mis dans la Constitution, la nouvelle Constitution, la laïcité, il a donné le droit de vote aux femmes. Il voulait 30 ans de pouvoir, il est mort après 15 ans, et j'ai appris l'autre jour que c'est aujourd'hui à Istanbul un vrai débat dans les cercles intellectuels kémalistes de savoir que se serait-il passé si Atatürk avait effectivement pu régner pendant 30 ans au lieu de 15. Raki et de vodka. Oui, il aurait. Alors, s'il avait bu un peu moins de raki, c'est vrai que le raki, c'est un peu comme le pastis, c'est-à-dire que quand on met de l'eau, ça change de couleur. Et il y avait un journaliste français qui dit « Mais pourquoi on dit qu'il boit ? Il fait que boire du lait. » Oui. Alors, je suis d'accord, il aurait duré un peu plus, mais il avait beaucoup de maladies. Vraiment, c'était un militaire qui avait fait toutes les campagnes et qui avait quand même, il était de santé fragile.
Et donc, il est mort à 58 ans, vraiment très usé par beaucoup de maladies. Mais voilà, il n'a pas réussi à donner le tour. Alors, vous ressuscitez, mais c'est votre œuvre, au fond, qui est, je dirais, toujours centrée là-dessus. Vous ressuscitez un monde disparu, dont vous êtes issu, mais vous êtes déjà la génération d'après, ça sera Oui. le troisième tome. Là, on est vraiment, je dirais, dans l'avant-scène, n'est-ce pas, qui va nous permettre de comprendre tout le reste. Quand un monde disparaît comme ça, alors on est romancier, on dresse en quelque sorte un monument, une fresque, on le ressuscite par les mots, mais il reste quelque chose d'irrémédiablement perdu ou pas? Oui. Ah oui, absolument. Ça, c'est certain. Il reste une immense nostalgie à un monde qui était quand même extraordinaire. C'était le monde de l'Empire. Et alors, y a presque, on pourrait presque appliquer à cela une règle psychologique fondamentale. C'est-à-dire que cet empire qui, pendant longtemps, faisait conquête sur conquête, c'était un empire très sûr de lui. On parlait de Constantinople ou de l'Empire en utilisant ces mots, la sublime porte. La sublime porte, elle existe toujours à l'entrée sud de Topkapi, de l'ancien palais. C'est une porte assez simple qui menait au bureau du grand vizir. Sur l'ensemble de l'histoire de l'Empire ottoman, 80% à peu près des grands vizirs étaient d'origine chrétienne, étaient nés chrétiens. Cet empire était très sûr de lui. Et du coup, comme toujours, quelqu'un qui est sûr de soi traite bien les gens qui sont autour de lui. Il n'a pas tellement le besoin d'affirmer sa force ou sa présence comme certains chefs d'État aujourd'hui. Voilà. Et donc, les gens étaient tous en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il n'y avait pas de tension à proprement parler, si ce n'est les tensions de n'importe quelle société humaine. À partir du moment où les choses ont basculé, c'est-à-dire à partir du moment, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, à partir du moment où les sultans ont préféré leur plaisir aux joies de la conquête militaire, c'était le début de la fin. Et moi, je mets cette date à 1846. Elle incarne, à mes yeux, c'était le début de la construction du palais de Dolmabahçe, qui était, et qui est toujours pour moi, si j'ose le dire dans ces termes, la connerie du siècle. Parce que voilà que cet empire qui était déjà en déliquescence construit un palais hors de prix, au point que le sultan Abdülmecid envoyait son architecte arménien Balyan à la Banque ottomane pour négocier les crédits. Vous voyez un peu dans quel état de faiblesse il se trouvait. Et ce palais est ridicule. On dit qu'il est d'un style éclectique, et ça, c'est vraiment l'expression d'une charité chrétienne. Il est d'un style de rien du tout, qui voulait impressionner les visiteurs étrangers, les dirigeants européens, en leur faisant croire que voilà, la Turquie était maintenant avec eux, de leur rang, etc. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que cette histoire de porte, la sublime porte, on disait la sublime porte et l'Europe tremblait. Et c'était une porte toute simple. À Dolmabahçe, il y a 7 portes, 7, qui sont chacune des constructions de crème chantilly. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne suffisait pas, 7 portes de crème chantilly, à faire peur aux gens. Au contraire, ça faisait plutôt rigoler. Alors, cette trilogie dont parlait donc ce premier volume, Le danseur oriental, les autres vont suivre chez Grasset, cette trilogie, elle s'inscrit quand même dans votre œuvre. Et lorsqu'on pense à Gulgul, qui est donc déjà apparu dans votre œuvre, vous êtes allé
allé chercher pour lui donner, qui allait déployer sa destinée, on se rend compte tout de même qu'il y a une thématique très importante chez vous, à cet enfant autiste qui est la mesure du monde, à cet homme de Nazareth qui n'est pas finalement le fils de son père, cette fille des Louganis qui est en bordure de tomber amoureuse de son frère, parce qu'elle ne sait pas que son frère est son frère, parce qu'elle aussi on a caché son origine. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un romancier de notre perte permanente de l'origine qui fait de nous tous en quelque sorte un peu peut-être des exilés de nous-mêmes, quoi? Probablement que oui. Probablement que oui. Vous savez, ce qui est très drôle dans un roman, quand on écrit un roman, c'est que une fois qu'il est écrit, fabriqué, distribué et lu par évidemment autrui, enfin on comprend ce qu'on dit ou ce qu'on a dit, ou ce qu'on voulait dire, ce qu'on a dit sans vouloir le dire, sans nécessairement vouloir le cacher. Et donc, c'est vrai, et je constate, j'ai un gendre qui est un psychiatre de grand talent à Genève, et quand je lui raconte le projet d'un nouveau roman, donc moi, on est des potes, je le connais depuis 30 ans, il réagit toujours de la même manière, il me dit « Encore ?» Et c'est vrai que je place mes romans dans des situations, dans des géographies, dans des périodes de l'histoire totalement différentes, mais finalement, on revient toujours à l'importance de la filiation. Moi, j'ai grandi à Istanbul dans un milieu très doux jusqu'à l'âge de 7 ans, mais je n'étais pas élevé vraiment par ma mère. Et mon père, je le voyais très très peu. J'ai toujours vu très peu. Et je n'étais pas élevé par ma mère parce que ma mère avait, hélas, perdu un enfant avant ma naissance et elle s'était terriblement culpabilisée. Donc j'étais élevé par une gouvernante qui m'a infiniment aimé. Ma mère disait « c'est ton premier grand amour ». Elle était jalouse de la relation que j'avais avec ma gouvernante, qui était une Autrichienne d'origine, très catholique, très croyante, qui m'amenait chaque dimanche à l'église avec l'accord de mes parents. Je disais chaque soir Notre Père. Et puis à l'âge de 7 ans, on m'a mis dans un collège protestant en Suisse, où je suis resté 11 années en voyant toujours très peu mes parents. Et donc j'imagine que cette perte, pas toujours identifiée explicitement, en particulier quand on est petit enfant, mais enfin les traces sont là et pour des raisons que je n'arrive pas à expliquer autrement que par ce que je viens de dire, par ces quelques mots, je me retrouve chaque fois avec des personnages qui sont à la recherche de leur paternité. Et en même temps, votre entreprise littéraire, romanesque, c'est de restituer des mondes qui, sinon, seraient peut-être destinés à être oubliés, des mondes qui seraient 2 fois disparus, une fois parce qu'ils sont réellement disparus dans l'histoire, et une deuxième fois disparus parce qu'il n'y aurait pas vous pour les raconter. Ah, donc, est-ce que la littérature, c'est le moyen de surmonter le temps, de surmonter la mort, de surmonter la perte? Ah oui, ça, je suis convaincu de ça, oui, oui. Et oui, depuis le début, depuis toujours, et que ce soit, par exemple, la Russie, enfin, l'époque, quand je démarre la confrérie des moines volants, on est dans l'entre-deux-guerres, et le monde orthodoxe est en train d'être laminé, lui aussi, par les communistes. Oui, que ce soit une certaine Grèce dans L'enfant qui mesurait le monde, qui est, elle, laminée par l'Union européenne, beaucoup plus près de nous, mais enfin, les dégâts sont absolument effarants, et que ce soit la Turquie, et je pourrais faire vraiment le tour de tout ce que j'ai écrit, une vingtaine de romans et une dizaine d'essais, et chaque fois on retrouve les mêmes interrogations, malgré moi en fait, et la même recherche de filiation. Pas malgré vous, grâce à vous. Donc sauver en quelque sorte le trésor
aussi. Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas trop parler de l'actualité, mais il faut quand même se rappeler qu'avec Elias Sambar, chrétien palestinien, qui lui aussi avait été ambassadeur auprès de l'UNESCO, vous avez créé en 2009 Instrument de la paix, dont vous avez été le mécène par ailleurs, qui était cette volonté de faire en sorte que les enfants israéliens et les enfants palestiniens puissent apprendre la musique ensemble, composer des orchestres ensemble, de manière à dépasser par la musique la pure violence. C'était en 2009. C'est toujours, hein, on est de plus, ah oui, oui, on est de plus en plus actifs, oui. Aujourd'hui, je veux dire, it's now or never. Aujourd'hui, encore plus, quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais c'est impossible d'arrêter ce que nous faisons, tout au contraire. Quand je vois ce qui se passe, évidemment, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, et c'est plus nécessaire que jamais. Ah oui, absolument, c'est impératif, c'est un devoir moral. Un homme, donc, un passeur, vous êtes en fait, voilà, vous êtes un passeur au-dessus du Bosphore. Voilà. En Occident, vous avez fait le voyage pour nous, vous invitez dans ce voyage. Vous allez pouvoir retrouver Metin Arditi sous le chapiteau, pour ceux qui le désirent. Moi, j'ai pris un infini plaisir à lire, comme pour d'autres livres de Metin Arditi, mais ce danseur oriental, d'abord parce qu'il y a cette ambition de la trilogie. Donc on est dans le souffle énorme, là. C'est une sorte d'Iliade, d'Homéride, d'Odyssée, à travers un siècle. C'est hallucinant, je dirais, de beauté et d'émotion dans cette diversité des personnages aussi. On a égrené quelques-uns qui sont tous, je dirais, en quête d'eux-mêmes, et c'est véritablement la résurrection d'un monde. Et ce monde-là, vous pouvez y entrer très facilement grâce à l'immense talent de Metin Arditi, et vous pouvez enfin un peu vous orientaliser grâce à Metin. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a perdu le sens des choses, c'est quelqu'un qu'on dit très précisément en français, désorienté. Réorientez-vous, réorientez-vous, et retrouvez Metin Arditi sur le chapiteau. Voilà, le porteur de l'entame et qui sont passés.